Club Média 7, bonsoir. Grave malversation dans les dernières campagnes cotonnières. Les noms de Komi Koutié, Valentin Dianotin, Idrissou Bako et bien des cadres béninois sont abondamment cités. Le gouvernement, en ce qui le concerne, est déterminé à faire rendre gorge aux fossoyeurs de l'économie nationale. C'est l'essentiel des sujets développés dans la presse cette semaine. Nous allons décortiquer donc ces sujets avec Olivier Alotiémin, rédacteur en chef de l'événement précis. Bonsoir Olivier. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Voilà, en face de Olivier Alotiémin, Charles Feridimi Kwasi, comme il m'a appelé. Feridimi, vous êtes le directeur de publication du magazine Le Baromètre, ancien deuxième vice-président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Bonsoir Charles. Bonsoir. Merci. Ouais. Tout de suite, la revue de presse avec Ulvaïs Balogun. Amis de la revue de presse hebdomadaire, bonjour. Dans l'actualité cette semaine, le résultat des audits publiés par le Conseil des ministres. Le quotidien de service public affiche à sa une gestion de la filière coton entre 2013 et 2016, de graves irrégularités relevées. L'événement précis reste dans la même veine et nous apprend que le gouvernement est déterminé à faire rendre gorge aux fossoyeurs de la Sonapra. Fraternité reprend également la même information à sa une. Conseil des ministres du 28 juin 2017, le gouvernement publie les audits et annonce des poursuites judiciaires. Selon le quotidien de Ménontin, des conclusions des 10 rapports, il ressort que la gestion de la filière coton par le gouvernement précédent a engendré sur les 3 campagnes de 2013 à 2016 une perte estimée à 125 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres poursuit le journal à estimer que les responsabilités et complicités de ces actes de mauvaise gestion sont à rechercher au niveau d'une part des membres des commissions mises en place pour la gestion de la filière coton et d'autre part de la direction générale de la Sonapra, de la centrale d'achat des intrants agricoles, des directions régionales et du personnel de ces sociétés. L'affaire ICC, on en parle également dans les journaux. Avec la reprise du procès, tous les regards sont tournés vers le palais de justice. Mais avant le verdict, le quotidien Notre Voix nous rappelle les faits. À sa une, placement illégal de fonds, tout sur l'affaire ICC Service. La Nation reprend cette information et affiche déjà que tous les accusés nient les faits à eux reprochés dans ce dossier d'escroquerie qui a éclaté il y a 7 ans. Le Télégramme en tire déjà les conclusions et s'interroge. Affaire ICC Service vers un non-lieu. Au Parti social-démocrate PSD, la crise s'enlise. Crise au PSD, les regards tournés vers le ministre de l'Intérieur affiche Afrique Express. Alors que la guerre des clans secoue le parti, Fraternité nous apprend que le tribunal interdit le congrès de Golou, que Bruno Amoussou demeure le président du PSD et publie l'ordonnance du tribunal qui prévient d'éventuels troubles à l'ordre public. Commune de Ouida, le vote de défiance du maire Séverin Adjovi prévu pour ce vendredi, titre quotidien Le Meilleur. On y apprend qu'après un temps d'accalmie, les conseillers communaux frondeurs de la commune de Ouida viennent encore de déterrer la hache de guerre contre le maire Séverin Adjovi, dont le dossier de destitution est remis sur le tapis. La priorité s'interroge alors: qui pour sauver le soldat Adjovi? Cotonou, carrefour de l'action climatique pour le développement durable en Afrique. Économiste titre 9e Forum africain de carbone à Cotonou, la rencontre du climat pour le développement durable. La Nation aussi annonce mécanisme du développement propre. Le Bénin accueille le 9e Forum Afrique Carbone. L'événement précis a préparé au 10 forums et affiche en une: Biotchané plaide pour le financement vert et lance un appel pour une plus grande implication du secteur privé dans le dit financement. Pêle-mêle dans l'actualité, Afrique Express parle du projet Bénin Taxi et révèle de la modernisation à la création d'emplois. La Nation nous parle du séminaire parlementaire à Dassazoumé pour lancer la guerre contre les sachets plastiques. Toujours à la une du quotidien national, Cité internationale de l'innovation et du savoir, le projet Semen City entame sa vitesse de croisière. Terminons avec cette information religieuse. Le Devoir nous apprend: pour un sursaut patriotique, l'apôtre Dominique Goudaï et ses pairs prient pour le Bénin. C'est tout pour cette revue hebdomadaire de l'actualité. À dimanche prochain. Merci à vous, Ulvaïs Balogun. 126 milliards de francs CFA, telle la perte induite par des malversations ayant eu cours sur 3 saisons de gestion du coton par l'État béninois. Dites-nous, monsieur Olivier Alotiémin, comment en est-on arrivé là? Bon, il y a ce que
le cabinet Mazars a décrit comme étant des actes de mauvaise gouvernance et de flou institutionnel, puisque nous avons vu qu'un ministre de la Justice a été mis à la tête du comité interministériel sur le coton, et tout l'arsenal institutionnel qui a été mis en place a, semble-t-il, servi à camoufler des actes de brigandage économique ayant abouti à ce que nous avons vu, 125 milliards de pertes. Pour le moment, on ne sait pas encore quelles sont les responsabilités. Est-ce que les 125 milliards sont même avérés comme étant réels? On ne sait pas encore. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que vous croyez que ça peut être en deçà des 125 milliards? Ça peut être en deçà ou même au-dessus. Parce que dans la période, si vous vous rappelez, il y a même des ministres qui ont été écartés. Si vous vous rappelez, l'ancien ministre de l'Agriculture qui a été écarté totalement de la gestion de la filière au profit du DG Sonapra d'antan. Donc, on ne sait pas réellement quelle est l'étendue des fraudes qui ont été perpétrées, et on ne sait même pas, hein, c'est la justice, c'est à la justice d'établir la véracité des faits. On ne sait même pas si réellement ce sont des actes de prévarication qui ont été posés. Donc, Mazars a mené son enquête. Il reste maintenant à la justice d'établir que, effectivement, ce sont des actes de malversation. Puisque le rapport d'Audi n'est pas un rapport de police judiciaire. Ce n'est pas du tout un acte judiciaire. Ça peut enclencher un acte judiciaire, ça peut donner lieu à une poursuite, et le gouvernement l'a annoncé. Moi, j'espère qu'on va nous situer réellement sur ce qui s'est réellement passé. Voilà. Charles Ferry-Djimi, qu'est-ce qui a dû se passer? Vous savez, c'est dans l'ordre normal des choses que le gouvernement actuel veuille voir clair au niveau donc de la gestion du coton. Vous savez qu'on parle là d'une spéculation très prisée pour notre pays. Vous savez aussi que la période qui a été déterminée, c'est une période consécutive donc, à la brouille entre l'État béninois et l'AIC, donc à travers donc, l'accord cadre qui était intervenu entre ces deux institutions, l'État et l'AIC. Donc c'est à la suite donc, de la mise en quarantaine de cet accord cadre donc, que la Sonapra a pris les choses en main donc, au niveau de la gestion du coton. Donc c'est normal. Et quand on parle de l'AIC, vous savez, en ce moment-là, vous savez que l'AIC était proche de l'actuel président, en ce moment donc, qui avait une force... Est-ce que la structure habilitée à organiser la gestion du coton l'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement ce que nous sommes en train de vouloir comprendre. Le cabinet Mazars vient de déposer son rapport. Et comme l'a dit tout à l'heure Olivier, il revient à la justice d'éclairer l'opinion publique. Pour l'instant, je crois quand même que nous sommes dans une présomption d'innocence pour tous ceux qui ont été cités dans ce cas-là. Alors, l'autre chose qu'il faudra voir, c'est de dire, est-ce que les noms que nous avons entendus mercredi dernier seulement, est-ce que c'est seulement ces noms-là qu'il faut entendre, parce que quand on parle d'un rapport d'audit d'un cabinet comme Mazars, ce n'est pas 2 pages, ce n'est pas 3 pages, c'est plusieurs dizaines de pages. Est-ce que ces noms-là ont été simplement sortis? Pourquoi les a-t-on sortis? Est-ce qu'il y a d'autres noms qui se cachent? Parce que, qu'on le veuille ou pas, quand vous voyez par exemple, on cite le ministre Yanontin, on cite Komi Koutié. Yanontin, on sait quand même qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il fait partie de la minorité qui a bloqué la révision de la Constitution. Nous sommes en train de nous poser des questions. Komi Koutié, on sait quand même quelles sont ses ambitions pour les échéances électorales à venir, tout ça là. Est-ce que l'un mis dans l'autre? Mais je vous le dis, c'est donc du ressort d'un gouvernement de voir clair dans la gestion d'une filière comme le coton. Deuxième chose qu'il faut dire, est-ce que la volonté des parlementaires, parce qu'au-delà même donc, de cette période qui a été déterminée au niveau de l'agence du coton, vous savez que les honorables députés sont en train de mettre en place actuellement une commission d'enquête parlementaire pour aller voir clair dans ce que nous appelons aujourd'hui la liquidation de la Sonapra. Donc ce n'est pas seulement la période déterminée qui est là, c'est depuis l'installation de la Sonapra. Est-ce que l'un mis dans l'autre, est-ce que c'est de la volonté de ces parlementaires d'aller voir clair qui a obligé aujourd'hui le gouvernement à vite sortir ce rapport? On va y arriver. Oui, Olivier Alotimé, dites-nous. Est-ce que les structures habilitées à organiser la gestion du coton ont été associées ou du moins ont joué leur rôle dans le temps?
quel était le cadre institutionnel? Vous savez que jusqu'en 2012, c'était l'AIC. L'AIC a été écarté. Hein. Il y a même eu un rapport. Entre-temps, il y a eu une commission d'enquête qui a été mise en place et qui a conclu à ce que l'on écarte complètement l'association interprofessionnelle du coton. Et donc, à partir d'avril 2012, c'est le gouvernement qui a mis en place un nouveau cadre institutionnel avec ce qu'il a voulu choisir. Et donc, moi, j'ai suivi le ministre l'ancien ministre de la Justice, Valentin Djenotin, qui a dit, avec raison, que c'est le Conseil des ministres qui l'a mis à la tête du comité interministériel du coton. Donc, l'un dans l'autre, c'est le Conseil des ministres qui a validé le flou institutionnel qui a été mis en place. Et là-dessus, il s'agit d'une responsabilité collégiale du gouvernement. Mais c'est clair que c'est des individus qui ont implémenté les actes pour lesquels on est en train de constater actuellement 125 milliards de pertes. Oui. Voilà. Est-ce que dans le temps, il y avait un mécanisme de coordination donc, de la gestion du coton? Et c'est ce que nous avons déploré, c'est ce que disait tout à l'heure mon confrère Olivier. Vous savez, la situation du coton en ce moment-là, en assisté quand même l'implication personnelle du chef de l'État. Vous vous rappelez quand même le nombre de rencontres à la présidence de la République, même il faut y aller vite. Les producteurs venaient demander à ce qu'on puisse les aider. Donc, je crois quand même qu'à un moment donné, est-ce qu'on avait en tête d'aller vite pour que le coton qui était devenu une filière qui devait être porteuse pour notre pays puisse avoir des rendements meilleurs. Mais voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Ce qui est sûr, ceux qui ont été cités dans cette affaire-là, pour l'instant, ils sont protégés par la présomption d'innocence. Il revient donc à la justice de situer les responsabilités, parce que si les noms sont déjà cités, vous savez, nous sommes dans un pays aujourd'hui où quand on entend votre nom dans des situations comme ça, tout de suite, bon, on se dit, il y a ci, il y a ça. Mais il revient donc à la justice de pouvoir éclairer les uns et les autres, de pouvoir situer les uns et les autres et d'aller certainement au-delà pour voir est-ce que c'est moins de 125 milliards ou plus de 125 milliards et est-ce que c'est seulement ceux dont on a entendu les noms le mercredi dernier ou bien il y a d'autres implications? Apparemment, c'est les sociétés traditionnellement impliquées dans l'organisation donc, de la gestion du coton qui ont été victimes de ces malversations. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces sociétés? Je crois quand même que le Conseil des ministres a cité l'Office national de stabilisation, on a cité la SONAPRA dans le cadre donc, de la mise en œuvre donc, de cette politique-là. Mais au-delà donc, du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui est censé être le ministère de tutelle de la SONAPRA, si on en est arrivé à mettre en place des structures supra-dirigées à un moment donné, même par un ministre de la Justice, c'est qu'il y a une volonté quand même d'apporter du sang neuf ou d'aller vite. Il revient maintenant à ceux qui ont été cités, donc d'être clairs. Mais l'autre chose qu'il faut peut-être signifier dans le recoupement que nous avons fait avant même cette émission, c'est que ceux qui ont été abondamment cités dans ce rapport-là, et dont on a entendu les noms le mercredi dernier, c'est un reproche à ceux qui ont mis en place cette commission de n'avoir pas été associés justement, à cette justement, on va parler donc de ces gens-là, oui. De grands noms ont donc été cités, et à savoir l'ancien ministre des Finances, Komi Koutié, et deux honorables députés, en les personnes de Valentin Djenotin et comment on l'appelait là? Idrissou Bako. Voilà. Alors, à quoi risque-t-il, à quel risque s'expose-t-il du moins en ce moment? Bon, vous savez, la constitution béninoise a verrouillé pour longtemps, même pour 100 ans, hein, si vous voulez, la poursuite judiciaire contre les ministres ou les députés. Donc, pour 100 ans, comment? Non, actuellement, vous le savez très bien, on ne peut pas poursuivre un ancien ministre, ça ne s'est jamais vu. Mais pourquoi vous dites que c'est pour 100 ans? Mais c'est pour 100 ans, parce qu'aucun président n'aura le courage de mettre en place une nouvelle révision de la Constitution pour changer la donne, puisque l'échec partant de Patrice Talon laisse beaucoup de déchets, hein, avec des conséquences inimaginables encore. Donc, je ne vois pas un président encore, sauf peut-être cas de force majeure ou bien tremblement de terre,
même dans longtemps, quand je dis 100 ans, c'est une façon de parler, c'est juste pour dire que pour longtemps encore, personne ne touchera à la révision de la Constitution. Et pendant ce temps, personne ne touchera à un cheveu d'un ancien ministre ni d'un député. Mais la haute cour de justice est là pourquoi? Ben, la haute cour de justice ne peut rien tant que les ministres sont protégés par la loi, parce que ils vont s'acoquiner avec les députés, puisque la mise en accusation est prononcée, est validée par l'Assemblée nationale. Donc, que ce soit Komi Kouché ou bien Valentin Djenotin Agossou, moi, je serais à leur place, je vais dormir, mettre mes pieds contre le mur, comme on dit, et dormir profondément. Moi, je crois que Valentin Djenotin utilise ce couloir pour se faire de la publicité électorale pour la prochaine fois, pour se victimiser. La même chose pour Komi Kouché, c'est pour se victimiser. Et ça, nous connaissons tous le dividende électoral de la victimisation. La seule personne qui pourrait avoir peut-être des inquiétudes, c'est Idrissou Bako, mais on sait tous, la justice béninoise est spécialisée dans les non-lieux. Et vous verrez encore cette fois-ci qu'il y aura non-lieu. Donc, moi, je ne crois pas fondamentalement. Ce serait des seconds couteaux. Ceux qui sont les députés. Les députés, en les personnes donc, de Valentin Djenotin et Idrissou Bako, peuvent perdre leur immunité. Non, mais c'est ce que je dis. À l'étape actuelle de notre juridiction, ce n'est pas sûr qu'ils puissent le perdre, puisque pour perdre l'immunité, je crois que c'est 2/3. 2/3 de ce Parlement-là, vous voyez, ils ont une minorité de blocage. Dans quelles conditions est-il possible de perdre l'immunité? Pour des actes commis avant d'être député ou pas? Oui, pour des actes commis avant d'être député. C'est le cas de Djenotin. Mais tous ceux qui ont été ministres avec des actes commis pendant qu'ils étaient ministres, avant d'être poursuivis, avant que l'acte d'accusation ne soit mis en exécution au niveau de la haute cour de justice, il faut bien que le Parlement lève leur immunité, ce qui est pour le moment impossible. Et ce sera comme ça tant que la Constitution ne sera pas révisée. Nous avons noué un manteau de fer à tous les ministres et les présidents. Bon, même si par exemple, on disait qu'on va poursuivre Komi Kouché et autres, bon, ils vont dire c'est le président de la République qui m'a donné l'ordre. Vous pouvez poursuivre Boni Yayi, ce n'est pas possible. Bon, actuellement, moi, je crois que l'agitation qui est à court, c'est juste pour tirer le dividende électoral de ça. Parce qu'ils savent tous qu'ils sont intouchables. À entendre Olivier Alotiébin, on ne peut pas les poursuivre. Vous confirmez la chose? Non, je crois quand même que les poursuivre, il y a des mécanismes qui sont définis. Seulement, c'est un peu difficile. La preuve, nous n'avons pas encore pu accéder à ça depuis que la Haute Cour de justice a été mise en place. Mais le plus important n'est pas ça. C'est le fait d'avoir agité une affaire de malversation. Et c'est normal pour un gouvernement comme celui du Pratique Talon de vouloir voir clair, surtout que sur la base donc, des promesses électorales, il y a la lutte contre la mauvaise gestion, la bonne gouvernance, c'est normal. Mais l'autre chose est de dire jusqu'où s'étend donc cette affaire de malversation. 125 milliards, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est plus? Les noms que nous avons entendus mercredi dernier, est-ce que c'est seulement ces noms-là? Est-ce que de façon habile ou autre, on a caché seulement d'autres noms? Parce que le fait d'avoir entendu, vous savez, nous sommes dans un pays d'analphabètes, où lorsqu'on entend votre nom tout de suite cité dans une affaire, on croit que c'est déjà vrai, en attendant même que la justice ne fasse son travail. Et l'idéal aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un couloir aujourd'hui, il faut leur permettre... n'a même pas commencé son travail. Il faut même leur permettre. La justice n'a même pas commencé son travail, que déjà certains ministres ou anciens ministres commencent à parler. C'est pour ça que je dis que à c'est travers une les médias. agitation C'est un peu pour de type influencer électoral. l'opinion publique ou pas? Oui, du moment où leur nom a été cité, en attendant donc que la justice même ouvre les dossiers, il faut qu'eux-mêmes puissent dire ce qu'ils pensent de ça. Dire certainement même qu'il y a d'autres personnes derrière. Et vous avez évoqué tout à l'heure le mécanisme. Lorsqu'un ministre, même un ministre de... je n'ai pas entendu des noms du ministre de l'Agriculture dans cette histoire-là. Comment est-ce qu'on peut le faire pour qu'on n'entende aucun nom, par exemple, de ministre d'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche? Deuxième chose, comment expliquer le fait que le ministre n'ait pas son nom au nombre des noms cités? Je sais, vous avez dit qu'il a été écarté, comme ça. Mais il a été écarté jusqu'à quel degré? Ben, vous savez que sous Boni Yayi, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Le DG Sonapra, à l'époque, était plus fort
que le ministre de l'Agriculture. Et cela s'est matérialisé, par exemple, dans les positionnements au cours des élections à Candy et Malanville. Vous savez, le ministre a été rétrogradé et c'est son DG qui était le premier sur la liste. Et donc, dans cet engrenage-là, le ministre n'avait rien à dire. Il n'avait qu'à constater seulement qu'on est en train de gérer la filière coton sur sa tête. Et aujourd'hui, heureusement, son nom n'apparaît pas dans les différents actes. Il serait en train de boire son petit lait actuellement, tout simplement. Dans son balicora natal. Je voulais ajouter aussi que dans les recoupements, parce que ceux dont on a cité les noms, vous savez, lorsqu'on cite votre nom, en conseil des ministres, une dizaine de noms, disent, on a entendu Dianontin, on a entendu d'autres personnes sur les réseaux sociaux, parlent par exemple de la non-application du principe du contradictoire. Lorsqu'un cabinet aussi prestigieux comme Mazars veut écouter, veut fouiller dans ce dossier-là, il aurait fallu quand même qu'on écoute les mises en cause lors donc, du rapport. Disent on ne les a pas écoutées, ni au niveau donc, du rapport provisoire, ni au niveau du rapport définitif, il n'a été amplié à terre. Donc je crois quand même que c'est des choses qu'il faut corriger pour le permettre. Maintenant, si ça n'a pas été fait jusque-là, c'est peut-être des erreurs au niveau administratif. Il faut maintenant qu'au niveau de la justice, évidemment, ils auront le droit d'aller se devant de la justice. Et pour l'instant, ils disent qu'ils sont sereins. Je crois quand même que c'est important aussi pour ceux d'entre eux qui ont des ambitions, comme quand on prend Dianontin, c'est sûr qu'il voudra revenir à l'Assemblée nationale. Quand on prend Komi Koutié, c'est sûr qu'il a des ambitions au-delà donc des législatives, certainement la présidentielle de 2021. Donc c'est important aujourd'hui qu'il aille sur la vie pour qu'on puisse comprendre les tenants et les aboutissants. Merci. Quelle va être selon vous la suite de ce dossier? La suite de ce dossier, je suis convaincu que le gouvernement va envoyer le dossier devant la justice. Et la justice, comme d'habitude, va faire des lenteurs. Et c'est clair qu'il y aura des lampistes, des menus fruitins qui vont être broyés. C'est eux qu'on va envoyer en prison. Mais les ministres et les députés, ils vont en profiter même pour dire que c'est Talon qui est contre eux et que par conséquent, ils vont se victimiser et se faire réélire en 2019. C'est bon pour eux, quoi. C'est-à-dire, ils vont en faire beaucoup de publicité parce que notre justice actuellement n'a pas les moyens juridique d'intenter un vrai procès contre les anciens ministres ni les anciens députés. Ceux qui ont fait campagne contre la révision de la Constitution, je suis d'accord, on a mis fin à ça, mais voilà les conséquences. Nous ne pouvons pas, moi je ne sais pas s'il y a des actes de malversation, mais si vraiment c'est avéré, eh bien ces gens-là vont continuer à se faire élire ad vitam aeternam et ce serait bon pour la démocratie si vous le voulez. Voilà. Vous confirmez donc la suite de ce dossier? Oui, je crois quand même qu'il y aura, à partir de maintenant, il y aura des déballages. Parce qu'on a pris une période, avant la période, il y a les ceux qui se sont passés au niveau de la SONAPRA. Après cette période-là, aujourd'hui, la SONAPRA a couvert une liquidation. Les députés, à un moment donné, ont voulu savoir tout ce qu'il y a eu. Ce n'est pas seulement cette période-là. Même si nous prenons les 2 mandats de Yahi Boni, il y a beaucoup de choses. Au niveau même de l'implication de l'AIC, avant même que l'AIC ne soit déchargée, je crois quand même qu'on va assister à des déballages maintenant, jusqu'à ce que la justice puisse prendre le dossier en main. Mais autre chose, c'est une autre manche. L'autre manche va se jouer au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque vous prenez des gens comme Dianontin, comme Idrissou Bako, n'oubliez pas qu'il y a d'autres personnes qui ont été, je ne dis pas impliquées, mais citées dans d'autres dossiers. Quand vous prenez par exemple le dossier machine agricole, bon, pour l'instant, il y a une présomption d'innocence pour le député Okunola, mais est-ce qu'après Dianontin, Bako, d'autres iront jusqu'à vouloir qu'on ouvre ce dossier-là? Donc, ceux-là aussi, vous savez, c'est l'épée de Damoclès qui plane sur leur tête. Ils sont pour l'instant innocents, mais le fait d'ouvrir ces dossiers-là, donc ce qui fera, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, que ce serait très difficile d'avoir cette majorité-là pour lever l'immunité, pour les envoyer véritablement au NOUF. Deuxième sujet, c'est le PSD, c'est la saison des crises politiques, crises au niveau des partis politiques dans notre pays. Donc au niveau du Parti social-démocrate, Emmanuel Golou vient d'être éjecté. Sommes-nous autorisés à dire que le balayeur est balayé? Bon, le balayeur, peut-être, il y a comme un jeu d'exclusion réciproque. On a destitué, lui l'a sanctionné les membres frondeurs et les membres frondeurs l'ont destitué. Et on l'a empêché, jeudi dernier, de faire son congrès et finalement, il en a pris acte, mais a dit, enfin, ils ont intenté un procès contre Bruno Amoussou, actuellement. Donc, ça s'en mêle au sein du PSD.
les tiraillements qui avaient commencé depuis 2016 avec les débats successifs. On a dit de voter pour quelqu'un à Diavon, d'autres ont choisi Zissou, etc. Donc, au sein déjà même du PSD, ce sera le déchirement. Je crains vraiment pour l'unicité de ce parti politique, au-delà même de ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que nous aurons deux camps qui vont carrément aller créer leur propre parti. Voilà. Oui, il se dit que le président intérimaire du parti s'appelle Clément Ebo. Il se dit qu'il est proche, ou que son camp est proche de l'ancien président Bruno Amoussou. Et selon nos investigations, selon les investigations de bien des journaux de la place, Bruno Amoussou serait resté président du PSD jusqu'à présent. Comment expliquer cela? Est-ce que c'est une légèreté au niveau du président élu? Je veux parler du président Golou, puisque ce que nous avons lu, c'est qu'après ce congrès-là qui a entériné son élection, les choses n'ont pas été corrigées au niveau du ministère de l'Intérieur comme le veut donc la tradition et comme le veut la charte des partis politiques. Je crois quand même que si cela s'avère juste, c'est que ça a été donc une grossière erreur de sa part et aujourd'hui, il ne peut que prendre acte. Je crois quand même que dans l'un ou l'autre, nous allons y aller avec beaucoup de modestie et pour ne pas tomber dans des va-vite. On attend donc que la justice puisse s'auto-saisir. Bon, j'espère quand même que c'est le camp adverse qui a intenté donc le premier procès. Est-ce que son camp lui-même vient de saisir la justice? Qu'est-ce qui va se décider d'un côté comme de l'autre? On ne sait jamais. Mais ce qu'il faut commencer maintenant par lire, c'est cette crise maintenant au niveau donc, des grands partis politiques dans notre pays, surtout avec le gouvernement actuel. La RB n'a pas encore fini de livrer donc, ses résultats. Nous sommes au niveau donc, du Parti social-démocrate. Un Bruno Amoussou qui était censé déjà être folklore. Il avait même déjà démissionné, une élection est venue. Finalement, aujourd'hui, il revient malgré lui au devant de la scène parce que les choses n'ont pas été... Peut-être qu'il vient juste servir une cause, peut-être qu'il vient juste arranger la situation. Bon, qui sait? alors, on attend alors de voir aussi quel sera donc le prochain parti qui va contracter donc, ce virus-là ou bien cette grippe. Donc voilà, on attend de voir toujours ce qui va se passer. La position de Bruno Amoussou est plutôt curieuse. Il est parti depuis 2012, démissionnaire en bonne et due forme, et il se représente à nouveau comme étant le président du parti. Malgré lui. En encourant un risque. N'est-ce pas qu'il ne veut pas voir détruire son œuvre? Bien entendu, c'est un acte de sauvegarde qu'il a posé pour sans doute écarter Golou, qui est mis en minorité, largement minoritaire au sein du bureau politique du PSD. Mais en sortant ce nouveau titre, ou bien son ancien titre, il remet les choses plus en désordre qu'en ordre, parce que actuellement, les deux ailes sont plus écartelées que jamais. Et je ne vois même pas comment Golou pourrait encore serrer la main à Bruno Amoussou dans justement, un futur proche ou lointain. Parlant de Golou, justement, lui et les séantantes, ils ont projeté pour hier un congrès, lequel congrès a été refusé, interdit par le tribunal. Sommes-nous en train de constater que c'en est complètement fini pour Emmanuel Golou et les siens? Non, on attend ce que la justice va dire. La justice est là. L'interdiction de ce congrès, certainement pour des mesures conservatoires pour éviter donc dans la situation actuelle des troubles à l'ordre public. La justice ira donc dans le fond du dossier pour nous sortir ce qui peut l'être pour qu'on sache désormais qui est le vrai dépositaire donc des attributs du Parti social-démocrate pour l'instant. Je crois que hier, son camp a été monté au créneau à travers une conférence de presse pour appeler les militants au calme. Donc on attend toujours la suite, ce qui sera donné. Mais dans le même état d'esprit, je crois quand même que le camp Ebo est en train de projeter un autre congrès pour la fin de ce mois. Alors on ne sait pas encore ce qui... Est-ce que la justice va accepter cette fois-ci ce congrès-là? On attend de voir ce qui va se jouer donc, au niveau du Parti social-démocrate comme au niveau de la RB. Oui. J'ai l'impression que Golou est en train de se faire griller. Parce que la légèreté qui a consisté à ne pas faire enregistrer les actes
différents congrès 2009, 2015 du parti, cette légèreté aujourd'hui le met en position de faiblesse. Parce que légalement, c'est Bruno Amoussou qui est le président, légalement. C'est vrai que c'est totalement incongru, mais c'est le fait, ça. Hein? La justice ne peut que s'établir par rapport à des actes. Et l'acte fondamental, c'est que légalement, c'est Bruno Amoussou qui est le président actuel. Et donc, il risque beaucoup d'être grillé et peut-être même d'être renvoyé du parti. Ouais, on va évoluer. Troisième sujet, le dossier ICC est revenu sur le tapis. Le 29 juin, les mises en cause ont comparu. Et parmi eux, un cadre du ministère, un agent du ministère des Finances qui aura reçu 300 millions pour donner l'agrément à Tribunaux. Alors, question, est-ce qu'un simple agent peut prendre l'argent, peut encaisser et délivrer un agrément sans l'accord d'une tierce personne qui est censée être son supérieur hiérarchique? Bon, c'était, je crois, la cellule de microfinance, je crois, du ministère des Finances à l'époque. Et ils ont même aidé, hein, ils ont fait une espèce de consultance auprès de ICC Services qui a monnayé, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé. Vous avez vu qu'ils ont distribué de l'argent, 300 millions ici, 200 millions par là, 35 millions là, 20 millions. C'était la période. C'était la période et bon, les agents de l'État, ayant vu tout cet afflux de billets flambant neufs, fringants, ils ont sauté sur l'occasion et ils s'en sont mis plein la poche. Je crois que c'est vraiment regrettable et aujourd'hui beaucoup sont en prison depuis 7 ans. Croyez-vous que l'agent qui a encaissé les 300 millions a agi sans l'accord d'un supérieur hiérarchique? Ben, pour le moment, on attend de voir. Le supérieur hiérarchique serait qui? Le ministre. On attend de voir ce que la justice dirait. Mais pour le moment, les responsables de l'ICC disent qu'ils ne sont coupables de rien. Justement, parlant de la hiérarchie, je crois que de fil en aiguille, on risque de tomber sur une cause première qui pourrait être intouchable pour des besoins de délicatesse. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Non, le dossier étant devant la justice, nous allons laisser donc la justice aller jusqu'au bout. Encore que le mis en cause, l'agent dont nous parlons, n'a pas reconnu avoir pris les 300 millions dont il s'agit. Donc jusque-là maintenant, il le refuse, il ne l'a pas fait. Donc on attend de voir. Alors, même si il est avéré que les 300 millions ont circulé, c'est sûr qu'il ne peut pas le faire seul. Il a fallu quand même la signature d'une autorité. Est-ce que l'autorité aussi a été mise au courant et qui a donné l'ordre, qui s'est remonté jusqu'à quel niveau? Je crois quand même qu'il y aura des déballages encore au cours de ce procès-là. Et c'est de ça qu'il s'agit pour que nous puissions une fois pour toutes, parce que ce dossier est en train de traîner depuis 7 ans. Il est important aujourd'hui qu'on puisse savoir à quelle sauce les uns et les autres seront mangés, aussi bien les mises en cause que les épargnants. Est-ce qu'ils vont continuer toujours par espérer ce qu'ils ont mis là-dessus ou bien le dossier a été clôturé de cette façon-là? Il est important aujourd'hui qu'on puisse y aller et laisser la justice donc trancher par rapport à ça. Dans l'un ou dans l'autre des cas, je crois que ce n'est pas c'est la caricature, c'est l'image de notre administration à des moments donnés. Peut-être un cas à un moment donné, avec des coups de téléphone, on lui dit oui, tu es obligé de lui donner, oui, c'est ton patron qui a appelé pour dire il faut donner cette autorisation. Donc il est important aujourd'hui d'en appeler donc aussi à la sagesse de ces cas-là de moment donné par rapport aux institutions qui sont reçues, parce que le moment venu, c'est eux seuls qui se retrouveront devant la justice pour en répondre. La question pêle-mêle, la destitution de Séverin Adjovi est désormais du passé. L'équipe, les conseillers qui voulaient le destituer avaient besoin de 13 voix. Il n'en avait pas. Il leur manquait, je crois, une voix. Mais là ils ont même eu 15 voix. Qu'est-ce qui explique cela? Apparemment, Séverin Adjovi a réussi à se mettre à dos l'essentiel des membres du conseil communal de Ouidah. Et on l'accusait de beaucoup de choses, détournement, beaucoup d'actes de mauvaise gestion, etc., qu'il a généralement nié. La dernière chose qu'il a faite, c'est de disparaître. Certains disaient qu'il est à Cotonou, d'autres disaient qu'il est
à l'extérieur ou même sur un lit d'hôpital. Il a présenté jeudi dernier un certificat médical pour dire qu'il était réellement malade, mais apparemment, les conseillers n'ont pas voulu l'entendre de cette oreille. Donc, l'un dans l'autre, la deuxième tentative de Entre-temps, il a convoqué une session ordinaire en lieu et place d'une session extraordinaire. Oui. Oui, bon, ça dépend de l'ordre du jour qu'il aura. Il n'a plus l'initiative en ce moment-là, puisque le préfet est rentré dans le jeu, et le préfet ayant donné l'ordre, les instructions nécessaires pour qu'une session extraordinaire soit convoquée, eh bien, il n'a plus la main en ce moment-là. Et il se retrouve le dos au mur, je ne sais vraiment pas. Il est destitué, mais est-ce la fin de l'immobilisme de Ouida? Bon, ça, c'est une grande question, mais je crois que ceux qui sont les principaux challengers, c'est-à-dire Venance Nyingla et Célestine Adjanohou, ce sont des gens quand même qui se sont battus depuis longtemps pour Ouida. Donc, je pense que l'immobilisme va cesser. Si éventuellement les conseillers frondeurs réussissent à avoir foi, à avoir confiance en une personnalité parmi les deux là, ce sera quand même un nouveau sursaut pour la commune de Ouida. Oui, que vous inspire donc la décision de Séverin Jovi? Oui, simplement que Ouida, ce n'est quand même pas n'importe quelle commune, ce n'est pas une commune comme les autres, c'est quand même la ville présidentielle. Et donc, Séverin Jovi, c'est vrai, il l'a tenu jusqu'au bout, aujourd'hui il est out. Est-ce que c'est définitivement consommé ou bien il va saisir la Cour suprême parce qu'au moment où il était en train d'être destitué, il a fait envoyer un document comme étant sur un lieu d'hôpital, que disent les tests en la matière. Mais l'un mis dans l'autre, je crois quand même que les noms qu'on pourrait commencer par citer, comme pour venir à sa succession, Célestine Adjanohou, Venance Nyingla, c'est des gens que nous avons déjà vus dans ce pays. On ne dira pas que c'est pas des gens de développement. Si, tant est que c'est Séverin Jovi qui empêchait le développement de Ouida, on va voir les autres à l'œuvre maintenant, on va voir jusqu'où ils iront. Ce qui est sûr, c'est que Séverin Jovi était venu avec une dizaine de conseillers, hein, avec son RDL de Vivotin. Est-ce que les calculs électoraux jusqu'à la fin donc, de cette mandature-là, ces calculs vont rester en la faveur du nouveau maire qui sera élu, ou bien les intrigues politiques vont encore entrer en jeu? On attend de voir. Mais pour l'instant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est dommage. C'est dommage avec la faiblesse de nos tests, surtout les tests sur la décentralisation. Il faut aller à la correction de ces tests-là. Parce qu'après Ouida, on ne sait pas encore où Cotonou est là aujourd'hui avec la situation politique de l'IADI. Est-ce que ça va impacter sur la gestion de la ville de Cotonou? On annonce Tofor, on annonce d'autres communes. Parce que tout ça là, qu'on le veuille ou pas, le programme d'action du gouvernement va se reposer aussi sur les communes. C'est 77 comme une. C'est 77 communes, mais c'est 77 comme un pays. J'aime bien votre jeu de mots. Oui, c'est 77 comme une. Donc, il est important juste que le gouvernement lui-même entre dans la danse pour dire attention, parce que prenons simplement la route des pêches, ça va jusqu'à Ouida. Et donc, dans ce méli-mélo-là, aucun investisseur ne peut venir poser ses valises ni à Cotonou, ni à Tori, ni à Ouida pour dire investir. Donc, l'un mis dans l'autre, il est important aujourd'hui que ces petits problèmes aussi au sein des conseils communaux puissent trouver donc leur répondant. Alors, le phare Alafia suspend sa participation aux activités des FCBE et encourage le président Talon dans la réalisation de son programme d'action. Dites-nous, est-ce un opportunisme politique ou une nécessité? Oh, les deux s'équivalent, hein, parce que le phare Alafia était un maillon assez important au début des FCBE, et aujourd'hui il suspend sa participation au sein des FCBE. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un parti sortir des FCBE après la débâcle de 2016. Eh bien, ça ne nous étonne pas parce que nous sommes à l'ère des repositionnements stratégiques. Et donc, c'est un repositionnement stratégique qui est tout à fait de l'opportunisme, n'est-ce pas? Et pour voir venir les échéances qui s'annoncent en 2019, parce que le phare Alafia a été décimé par des querelles intestines, tout ça, et peut-être que c'est le moment pour eux, étant donné que les querelles même ont été occasionnées dans le temps par Boni Yayi et consorts,
à cause du pouvoir défunt. Donc, c'est le moment pour eux peut-être de reprendre encore du poil de la bête pour s'affirmer, parce que c'est un parti qui a pratiquement disparu de l'échiquier. Voilà. Oui, Ferizibi. Oui, je crois quand même que c'est heureux que le FA se rallume à nouveau, FA la FIA. Alors, bon, Olivier a parlé d'opportunisme, je crois que c'est ça, hein, parce que le contexte actuel s'y prête certainement. Les arguments qu'ils ont donnés pour basculer dans le camp présidentiel, ça, nous, on reproche donc aux dirigeants actuels de FCBE leur arrimage donc, aux activités des syndicalistes. Donc, je crois que c'est tout trouvé hein, pour aller se jeter dans les bras du pouvoir actuel. Que voulez-vous? Nous sommes à la veille des échéances électorales pour le positionnement pour les législatives. Nous sommes là, les cadres du FALAFIA ont besoin quand même aussi, après les 10 ans de Yahi Boni, ceux qui n'ont pas pu se faire positionner. Donc, ils attendent toujours un retour de l'ascenseur. Dans le Nord, aujourd'hui, il y a des calculs, on est en train de faire la distribution des cartes hein, politiques après Gbadamassi, Chatoka et autres. Donc, c'est important aujourd'hui pour le FALAFIA de se repositionner à travers donc, de la... Oui, avant le FALAFIA, la jeunesse de l'ère Tchabé a annoncé officiellement son soutien au président Patrice Talon, alors que dans le même temps, le frère, vous savez comment ça se passe, le frère Yahi continue de mener des activités oppositionnelles. Comment expliquer cela? Oui, c'est bon. Je crois quand même que c'est de leur droit hein, de dire que. Est-ce dans la perspective de se faire positionner tout exactement, ça? Exactement. Les élections législatives, c'est pour bientôt. Les élections législatives, c'est pour bientôt et donc chacun veut se repositionner. Quand on parle de Tchabé, il n'y a pas que Tchabé. La fois dernière à Dassa, il y a le cadre de concertation des jeunes des collines qui a été mis en place. Tout ça là, c'est dans le cadre donc, des positionnements actuels et des promesses électorales qui sont là. Le président est là, donc il faut faire en sorte quand même qu'il puisse avoir une coalition autour de lui. Donc, pour que les dividendes puissent être partagés à cette jeunesse-là. Si c'est dans la sincérité et dans l'intérêt donc des peuples, des départements, donc je crois que on peut saluer ça, mais si c'est pour les poches des individus, bon, on va encore déplorer, on va regarder ce qui va se passer. Après 20... Ok, allez-y. Oui, bon, chez nous au Bénin, on construit les partis, on construit les mouvements politiques pour positionner les cadres. Dans l'administration, quand les cadres ne trouvent pas leur compte dans tel positionnement ou tel autre, bon, ils quittent rapidement. Et aucun cadre aujourd'hui ne voudrait être loin de la marmite. Et donc, que la jeunesse Tchabé se positionne auprès de Talon, c'est chose tout à fait normale. Dans la perspective, non pas seulement des élections, mais surtout des nominations à venir. On a l'habitude de dire que le politicien, c'est celui qui regarde la prochaine élection. Mais le cadre, c'est celui qui regarde la prochaine nomination. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des formations politiques où les gens regardent qu'est-ce que le régime va pouvoir leur donner. Voilà, c'est concrètement ça. Ce n'est pas que, bon, on veut construire telle route ici, telle autre infrastructure là. Non, c'est surtout pour le positionnement des cadres, pour qu'on les nomme à des niveaux donnés. Alors, après 20 ans de crise, l'Église protestante méthodiste du Bénin finit par avoir un président. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pourvu que ça dure, on ne peut que remercier l'Éternel. Je crois quand même qu'on parle d'une église. Une église est censée être unie. Mais si on a connu cette crise au niveau de l'église protestante méthodiste du Bénin, parce qu'il y en a dans d'autres pays aussi qui n'ont pas connu la même crise. Donc c'est heureux qu'on puisse avoir aujourd'hui un nouveau président avec le rôle que le président Talon a joué quand il a pris le pouvoir. N'oubliez pas quand même qu'il a fait un effort quand même que les deux ailes puissent se retrouver. Après tous les autres efforts qui ont été faits avant, le président Yahi en a fait, le ministre Tevoy Dre, le médiateur, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, donc, c'est salutaire qu'on puisse avoir un nouveau président à la tête donc, de l'Église protestante méthodiste, mais pourvu que ça dure. Merci. Vous voulez dire un mot? Pourvu que ça dure, tout simplement. Merci.
Demain, 3 juillet, sera lancée la flotte de taxis proposée promise du moins par le gouvernement. Est-ce que vous avez des avantages? Est-ce que vous avez des attentes particulières? Ah, ce sujet-là, moi j'avais mené il y a quelques mois une enquête là-dessus. Et c'est salutaire, c'est un bon projet, seulement qu'au plan de la demande, je me pose des questions. J'ai suivi le coordonnateur Hassan Seibou sur l'utilité, n'est-ce pas, du projet. Moi, je n'y trouve rien du tout comme étant chose là, mais la demande. 50 taxis aujourd'hui, plus tard 300 dans ce Cotonou, en plus des taxis que nous connaissons déjà. En plus des taxis motos. En plus des taxis motos, ça qui sont va quand être, même très pratiques. Voilà, et pour nos villes, moi je me pose une question. J'ai mené une enquête. N'oubliez pas que bientôt il y aura l'asphaltage et que nous aurons des routes. Pas de problème, mais pour nos villes, moi je préfère les transports en commun. C'est-à-dire qui peuvent transporter un nombre assez important de personnes pour nous empêcher, enfin, pour nous éviter les embouteillages. C'est quand on va réussir à élargir les routes que cela va se faire, parce que quand même, les transports en commun, c'est des bus. Aujourd'hui, la tendance mondiale dans la gestion des villes, c'est la mise en place des transports en commun, capable de faire éviter non seulement les embouteillages, mais surtout la pollution. Je n'ai pas vu ça. Et bon, je ne sais vraiment pas quelle sera l'efficacité de ce projet et surtout quelle pourra être la plus-value que le projet va apporter pour l'État béninois. C'est vrai qu'on a créé des emplois et ça, on peut le saluer. On a créé des emplois, mais finalement, quel sera le bénéfice? Je ne le vois pas. Oui, je voudrais aussi dire que je n'ai pas lu le projet lui-même pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes sur la demande. 300 taxis dans la ville de Cotonou, peut-être même si tout l'État est un territoire national aujourd'hui. Moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'on puisse développer le transport fluvial entre Calavi et Cotonou, entre Porto-Novo et Cotonou. Vous avez vu la fois dernière ce qui s'est passé sur le pont de Porto-Novo. Il a suffi seulement qu'on travaille sur une portion du pont et le transport fluvial avec ses risques. Oui, c'est risque, mais aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, c'est ça, les bateaux bus. Les bateaux bus, mais il n'y a pas de transport. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Permettez-nous de suivre quand même la sauce gombo de cette émission. Oui. C'est bien entendu la rubrique Karika Show. C'était avec Arnaud Adadja et Patrick Diosso. Suivant. Bonjour amis téléspectateurs et amis de Karika. Commençons notre aventure carikaenne par l'honneur qui a été fait à la crise au sein des partis politiques. Voici un premier personnage, une dame qui questionne. Golou, pourquoi forcément le 30? La tête foncée dans l'une, son interlocuteur lui répond. Je dois être dans l'une le 30 ou rien. Sur une autre caricature, celle du 28 juin 2017, présentant un ménage victime d'inondation, une femme demande à son mari. C'est Golou, tu viens jeter avec l'eau. Le mari, en pleine action d'évacuation des eaux à l'aide d'une bassine, déclare. Ce n'est pas grave, on trouvera un autre Golou. Procès ICC reporté, c'est ainsi que l'enfant Claudio titre la 3e représentation de son album choisi dans la suite. On y voit 2 morts en pleine conversation. À l'image d'un veilleur, le premier assis au fronton relevé d'une tombe s'inquiète. Encore un repas? Aussitôt, son interlocuteur réagit. Je ne suis pas pressé. Cabrimon n'a pas peur du couteau. Karika se poursuit. D'un dossier à un autre, dossier audit. L'enfant Claudio du 29 juin 2017 présente un personnage épinglé des bras au ventre qui rechigne. Se fait épingler, on est habitué. Il n'y a pas péril à la demeure. Examen du CEPE pour finir. Voici un candidat encadré par la croix de Jésus avec une bougie allumée à droite et à gauche par le Vodun Tolegba Afalus. Le superviseur s'en plaint. Ce n'est ni une église ni un couvent. Notre candidat s'exprime tout calmement. S'il vous plaît, monsieur, il y a un qui m'aide en maths et l'autre en français.
Fin de cette revue. Charles Feridjimi Kossi, vous avez suivi le Kalika Show. Votre réaction? Ben, je crois quand même que ça détend. Ça détend ce qui nous a fait beaucoup marrer maintenant. Je crois quand même que c'est le jeune candidat au CEP avec ces deux trucs posés sur la table, l'un qui représente Olegba, l'autre qui représente l'Église pour lui. Je crois quand même qu'il va s'en sortir. Je lui souhaite bonne chance. Merci. Olivier Alochévé? Ce qui m'a impressionné, c'est les morts de ICC. Ça nous rappelle de bien tristes souvenirs. Cette affaire a détruit beaucoup de gens et qui continuent. Il y en a qui sont morts, effectivement. Il y en a qui sont pratiquement morts vivants par la faute de quelques-uns qui ont voulu abuser de leur confiance. Et maintenant, moi, j'ai l'impression que d'autres formes de ICC se perpétuent. Vous voyez, bon, il y en a qui sont en prison. Je pense surtout au juge, l'ancien procureur général à Moussou. Non, est-il toujours en prison? Oui, bon, il est sorti. Je crois qu'il est sorti la semaine passée. Ok. Donc, il a même ça, publié un document. Oui, son mémorandum qui est très poignant. Je ne sais pas si ce n'est pas règlement de compte, mais si vraiment les faits sont avérés, franchement, notre pays a du chemin à faire au plan de la morale et de l'éthique. Voilà. Alors, on va dire un mot sur l'actualité internationale. Mika la folle, au faible coefficient intellectuel. Joe, le psychopathe. Ce sont là des propos de Donald Trump, un président, pas de n'importe quel pays, président des États-Unis, des propos qui font aujourd'hui qu'il a maille à partir avec toute l'opinion nationale et internationale. Qu'est-ce que cela vous inspire? Donald Trump est familier de ces propos-là. Pendant la campagne, il n'a pas cessé d'attaquer les médias. Et même après avoir été mis dans le fauteuil présidentiel, il a continué à attaquer. Cette fois-ci, c'est l'une des chaînes qu'il a... Et il a insulté. Et les journalistes ont répondu pour dire qu'il est mentalement troublé, qu'il est un peu fou. Ils ont répondu dans le Washington Post. Oui. Donc, ce n'est pas digne d'un chef d'État. Oui, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il risque beaucoup cette fois-ci, Feridjimi. Ah oui, il risque beaucoup, mais je crois quand même que... Je ne sais pas s'il a programmé lui-même ces faits-là. Il n'a pas encore fini de nous étonner. Et on attend encore les prochains flops qu'il va nous servir. Merci à vous, Charles Feridjimi Kossi, journaliste, directeur de publication du magazine Le Baromètre, ancien deuxième vice-président de l'UPMB, Union des professionnels des médias du Bénin. Merci. En face de vous, Olivier Alochévé, rédacteur en chef de l'événement précis. Merci d'être venu sur ce plateau. Rendez-vous dans quelques jours. J'espère vous recevoir sous peu. Portez-vous bien, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cette émission. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre animateur, c'est sûr. Entre-temps, vous en suivrez la rediffusion demain après 23h. Portez-vous bien. Bye bye.